exemples juste illustrés sur la troisième partie en fait. Plutôt, je pense. Okay. Mais ça peut être dans la deuxième. Entre la deuxième et la troisième. Ouais. Bon, après, mais je ferai signe. Tu me feras signe. Ok. J'en ai pas beaucoup. Et ben du coup, il faudra venir. Oui, il n'y a pas de problème. On est bon. On a les micros là. C'est bon, vous avez les micros. Ouais. 1, 2. Je crois qu'on est bon là, on est prêt. Donc, bonjour et bienvenue au Loud and Proud. On va faire maintenant une table ronde autour de la question des archives. Je crois que cette question traverse beaucoup nos communautés aujourd'hui. C'est assez important. On a eu pas mal de choses. On a reçu Elisabeth Lebovici hier, qui parle beaucoup de ça. Il y a beaucoup de films qui sortent sur les années SIDA en ce moment. Comment archiver? Qui archive? L'État? Nous? Ça pose pas mal de questions et pas mal de problèmes et de débats aussi. Donc je vais laisser Sarah Boukrani, qui va être la modératrice de cette rencontre, présenter nos invités et lancer la conférence. Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence qui va porter donc sur la question de la protection des mémoires LGBTQI. Donc, comme le disait Fanny, c'est une question qui n'est pas nouvelle, qui est apparue dans les années 80 et qui reste toujours cruciale à Paris, où la création d'un centre d'archives LGBT est un projet repoussé depuis près de 15 ans. Donc voilà, la patrimonialisation, dont le terme peut être aussi interrogé, concentre des enjeux politiques et sociaux, puisque finalement, faire partie de l'histoire, c'est aussi un enjeu du temps présent. Pour éviter la stagnation, la réappropriation ou la déformation, il va falloir se poser la question aussi des moyens et des voies qu'on doit convoquer pour protéger notre histoire, des instances aussi, et des lieux qui sont à même d'assurer la protection des mémoires de nos luttes. Donc, pour discuter ce sujet, nous recevons 3 intervenants assez différents. Tout d'abord, E.J. Scott, qui est commissaire d'exposition et historien de la mode. Il est le collectionneur qui a réuni le Museum of Transology, donc seule collection de ce type dans le monde. Donc sa collection sera exposée à partir du 20 juillet au Brighton Museum and Art Gallery. Il est aussi le créateur d'un programme d'un podcast qui s'appelle Prejudice and Pride, et qui redonne une place à l'histoire queer dans l'histoire du Royaume-Uni. À côté de lui, Paul Rivet, qui va assurer la traduction simultanée, donc étudiant en philosophie, qui va nous permettre de discuter avec E.J. Scott sans que ce soit trop compliqué. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si je parle trop vite. Et donc Marine Gillis, qui est diplômée d'un master en sociologie, qui est auteure d'un mémoire qui s'appelle Les Archiveuses et qui est une étude de cas d'une association d'archives lesbiennes. Elle est aussi la créatrice des Archifanes, qui est un groupe de discussion sur les archives du féminisme LGBTQ. Et enfin, Renaud Chantraine, qui est doctorant à l'EHESS sur les questions des patrimoines LGBT. Il travaille aussi actuellement au MUSEM dans le cadre d'un projet de valorisation de l'histoire des mémoires de la lutte contre le sida. Alors peut-être que pour commencer cette discussion, je vais poser une première question à nos 3 intervenants qui ont probablement des avis différents. La question, c'est: qu'entendez-vous par patrimonialisation et sauvegarde des mémoires LGBT? Et quelle est votre expérience, toute singulière, par rapport à cette question? Donc peut-être E.J. Scott qui va nous proposer une présentation pour répondre à cette question. Hello, I'm sorry I don't speak French. Bonjour, désolé, je ne parle pas français. I'd like to tell you about the Museum of Transology, why I did it, what it is, and how it was collected. Je voudrais vous parler du musée de la transologie, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait. The first time it was displayed was at the London College of Fashion. La première fois que ça a été exposé était au Collège de Londres de mode. And as we've already mentioned, it's going on display at Brighton Museum and Art Gallery. Brighton's the biggest trans community in the UK. Et ça va être exposé à Brighton,
À la galerie d'art de Brighton, qui a la plus grande communauté trans. And it was very obvious that the collection should start there because the community is very out, very political, and very vibrant. C'était évident que la collection devait être exposée là parce que la communauté est très politique, très vibrante et très out. The collection now has over 200 objects in it. They've been crowdsourced from over 150 trans people. Il y a plus de 200 objets dans la collection qui a été fondée par plus de 150 personnes. Yeah. Each of the objects represents a part of the donor's gender journey. Chaque objet représente une partie du parcours du donneur. And so that no cisgendered, white, posh, straight curator could come in and take control of the memories and experiences that are held in the collection, every donor was asked to fill out a memory tag that is attached to the object. Pour éviter qu'un curateur blanc, cisgenre, vienne s'approprier les objets, chaque donneur a été demandé d'inscrire sur une étiquette un message. So that the tag is an object. Alors l'étiquette est un objet. We have very clear aims about what the museum does. It's to despectacularize the representation of trans people in the mainstream media by displaying everyday objects with everyday stories attached to them. So again, we're trying to as well tackle issues of class. Alors le musée a pour mission de spectaculariser les représentations des personnes trans dans les médias mainstream en montrant des objets de la vie de tous les jours qui sont et leurs histoires qui sont attachées dans des endroits ordinaires. Donc c'est un combat de classe aussi. To halt the erasure of trans history in museums because it's been written out. De combattre l'effacement des personnes trans dans les musées. To represent the diversity of the trans experience, and that's why we've got such a big collection. Pour représenter la diversité des personnes trans, et c'est pour ça qu'on a une aussi grande collection. And to highlight the limitations of the binary gendered archive. Et pour souligner les limitations des archives binaires. So every person that gave an object was encouraged to choose whatever was important to them. And the objects themselves are not precious, but no object was turned away. So this is entirely written without any curatorial control. Donc chaque personne était encouragée à donner un objet et aucun objet a été refusé, donc c'est aucun contrôle du commissaire. There's key reasons why trans people have been written out of history and are missing in the archive. La raison principale pour laquelle les personnes trans ont été effacées de l'histoire et des archives. So for a start, historically, trans people have not been spotted, not been found because they've been considered to solely be expressing alternative sexualities like the butch dyke or the faggy gay guy. And so there's been very little room for co-narratives surrounding that. Donc premièrement, les personnes trans ont été souvent perçues comme exprimant des sexualités alternatives comme les butch dyke et il n'y avait aucune place pour les co-narrations. They have been considered to be gender impersonators, or performers or entertainers, and that's all. Ils sont considérés comme étant des personnificateurs, des interprètes du genre. Because life is not safe for trans people, they have been hidden, so they have done everything they can to hide their transness and stick to a binary in order to do what we call passing. Et parce que la vie n'est pas sécuritaire pour les personnes trans, ils sont
tendance à se conditionner à des rôles binaires et se cacher. Because trans people and gender is slippery. Parce que les personnes trans et le genre est glissant. And the archive is not. Et les archives ne le sont pas. So archives hold power because they are specifically limited by definitions. Donc les archives ont du pouvoir parce qu'ils sont spécifiquement limités par définition. And trans people are beyond definition. Et les personnes trans sont au-delà des définitions. So, and you can see from the diversity of the people here that have given objects. Et vous pouvez voir par la diversité des personnes ici et des objets donnés. So I thought I'd just share with you a couple of the objects that present problems. For example, this sock. As a fashion historian, I would want to put it into a fashion collection because it's an item of clothing. Donc je vais vous montrer quelques-uns des objets. Donc premièrement cette chaussette que en tant qu'historien de la mode, je placerai dans une collection de mode comme un article, comme un vêtement. But it's not clothing. The label says this is the first sock I packed with. Packed is a term for, yeah, do you know what packed is here? Yeah. Oui, It's the same word. mais en fait ce n'est pas un vêtement, c'est écrit sur l'étiquette. C'est la première chaussette avec laquelle j'ai fait un packer. I think it's great because its vivid color represents my flamboyant, non-binary identity. Je pense que c'est bien parce que ces couleurs flamboyantes représentent mon identité non-binaire. So in actual fact, it's not an item of fashion because it's not worn visibly. It's actually an extension of the body. Alors ce n'est pas un article, un vêtement parce que ce n'est pas visible, mais c'est une extension du corps. But the body itself is non-binary, so we can't put it on either the female or the male side of the archive. Mais le corps étant non-binaire, on ne peut pas le mettre du côté ni mâle, ni homme, ni femme des archives. So the collection goes on. This was the ticket I used to meet my Canadian girlfriend, the first time seeing her in person as her boyfriend instead of her girlfriend. Ici, un billet, c'est le billet que j'ai utilisé pour aller rencontrer ma petite copine canadienne la première fois que je l'ai vue en personne en étant son petit copain plutôt que sa petite copine. Un moment génial. I'm giving up my blue stud earring. It's very special to me because I wore it to Brighton for Trans Pride, the first ever one, which is a great deal for me. Je donne ma boucle d'oreille bleue de stud parce que c'est très spécial pour moi, étant donné que je l'ai portée à Brighton pour la Pride Trans, la première, et c'était une très belle journée pour moi. And this is particularly interesting because the first Trans Pride was 5 years ago. So in actual fact, and just like the breasts you saw at the start, trans people have been collecting their own material culture and their own archives and their own lives because they do want representation and they don't want their memories to be lost. And so even when it's a non-expensive thing like this, it's like, you know, £1. It's sat in a drawer for 5 years. Et la marche trans existe depuis 5 ans à Brighton et c'est intéressant que les gens collectent plusieurs objets, même si ce n'est pas des objets qui valent très cher, comme cette épingle vaut un livre. And I think, I won't take too long, so I think this one's interesting as well because it's about a young guy who's came out to his mum and asked her for boxer shorts, and she came home with these, and he thought they were terrible and a complete monstrosity, and he couldn't wait till he got the confidence to buy his own boxer shorts. Alors cet article est intéressant, c'est un caleçon d'un jeune garçon qui a demandé à sa maman de lui acheter un caleçon, et quand elle lui a montré le vêtement, il les a trouvés horribles et il ne pouvait pas attendre le moment d'avoir assez de confiance pour aller lui-même acheter ses propres caleçons. He called them tragic monstrosity. C'était une monstruosité.
So it's interesting because it's about that transformation and growing up. So again, are we talking about someone coming from female? Are they already male? Where do they sit on this gender divide? What about adolescence? How does that play into the trans experience and transformation? And that's what archives can't do. They're fixed. They can't transform. Donc ce que les archives font, c'est qu'elles fixent et elles ne peuvent pas transformer. Qu'on parle de transformation, qu'on parle de partir de femme à homme, ou voilà. Thank you. Merci beaucoup pour cette présentation. Allô? Oui. C'est bon. Donc on va juste prendre une petite seconde pour pouvoir retirer. Je vais pas en avoir besoin là du PowerPoint. D'accord. Ok, très bien. Si tu veux, peut-être, je vais reposer la question qui a donné lieu à la présentation du travail d'E.J. Scott. Donc c'était, qu'entendez-vous par patrimonialisation et sauvegarde des mémoires LGBT? Et puis, quelle est votre expérience qui sera probablement très différente par rapport à cette question? Alors pour moi, d'abord, le terme de patrimonialisation, en fait, il marque une évolution. Une évolution d'abord entre le moment où on prend la conscience d'une identité, une identité particulière, le moment où on veut rendre cette identité visible et le moment où on prend conscience finalement d'avoir besoin d'écrire l'histoire de cette visibilité. Et je vais prendre un exemple très concret, c'est la création d'une association d'archives lesbiennes. Donc en fait, en 1983, il y a un collectif qui s'est créé pour préserver la mémoire des lesbiennes. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, elles ont eu besoin de se rendre visibles à l'intérieur d'une communauté mixte LGBT, mais aussi à l'intérieur de mouvements féministes. Elles ont commencé à dénoncer un système hétéropatriarcal et à partir de là, se mobiliser et à se rendre visibles dans l'espace public. Et en fait, les archives lesbiennes, c'est quoi? C'est des textes militants qui sont recueillis, c'est des textes théoriques, mais c'est aussi des tracts, des objets liés aux manifestations. Et ensuite, c'est aussi la mémoire des associations lesbiennes, c'est les objets liés aussi à la sexualité lesbienne, par exemple. Donc voilà, moi, je n'ai pas préparé de présentation élaborée sur cette question-là. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je préférais m'attarder plus sur les deux autres questions. On reviendra sur peut-être ta réponse à la deuxième question, qui est plutôt du coup sur les moyens et sur, sur en tout cas les moyens qui ont déjà été mis en place et dont on peut s'inspirer ou auxquels on pourrait penser pour assurer cette protection des mémoires. Peut-être que Renaud a... Ouais, alors je vais juste, pour situer un petit peu d'où je parle, moi j'ai commencé à m'intéresser à cette question à la fois des archives et puis du patrimoine, et je mets tout de suite des guillemets, LGBTQ+, c'était en 2013. J'étais étudiant à l'école du Louvre et j'avais décidé de faire un mémoire sur le duplex, qui est donc aujourd'hui le plus vieux bar gay du Marais à Paris, qui est juste à côté là, qui a ouvert en 80 ou 81. Et je me suis rendu compte en fait en faisant ce travail de recherche sur ce lieu, qui est aussi une sorte d'institution d'une partie de la communauté gay depuis presque 40 ans, que le gérant de ce lieu possédait dans l'annexe du duplex énormément de documents, des photos, des affiches, des tracts, des objets, et que c'est un monsieur qui commence à avoir un certain âge, qui a plus de 70 ans. Je me suis posé la question de qu'est-ce qui va advenir en fait de ces objets si tout d'un coup Joël disparaît. Et en allant un petit peu plus loin, je me suis rendu compte que cette mémoire, elle avait aucun lieu à Paris, ni le musée Carnavalet, ni les archives de Paris, ni à l'époque les archives nationales, et je vais y revenir tout à l'heure, n'étaient intéressés pour recueillir en fait cette mémoire. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à essayer d'aller voir un petit peu comment ça se passait à l'étranger, un petit peu au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Italie, à Amsterdam.
Et voilà. Et aujourd'hui, là, je suis dans une recherche, donc en thèse, où j'essaye de comparer la situation en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Je voudrais aussi, du coup, revenir un petit peu sur cette idée de patrimonialisation et de patrimoine qui, pour moi, est un petit peu problématique dès l'instant qu'on parle de minorité, de marge. Il me semble que, contrairement au terme anglais, les Anglais ont de la chance là-dessus, qui est heritage, enfin les anglophones en tout cas. En France, quand on parle de patrimoine, tout de suite, on a une sorte d'imaginaire qui est pas seulement de l'imaginaire, qui est aussi des pratiques, qui est assez violent en fait. C'est-à-dire que patrimoine, ça vient du droit romain, et en droit romain, c'est le transfert des biens, donc c'est très matériel, des bons pères de famille aux fils. Donc il y a déjà une logique en fait de transmission qui est hyper patriarcale, et dans laquelle le terme est englué en fait. La deuxième chose, c'est que assez rapidement, en fait, quand le terme commence à émerger, ce qui correspond en gros à la Révolution française, au moment de la conquête napoléonienne de l'Europe, au moment de l'ouverture des premiers musées, comme le Louvre, comme les Archives nationales, c'est un moment, enfin, le patrimoine est tout de suite lié à la construction d'un récit national, d'un récit patriotique, universaliste, etc., etc. Donc on reste aussi à ce niveau-là, en fait, dans une logique de transmission patriarcale et patriotique, et nationaliste, et universaliste, et qui peut poser problème, évidemment, quand on s'intéresse aux minorités. Et peut-être le troisième point qui est un tout petit peu plus subtil, mais en fait, au niveau des pratiques, le patrimoine, ça s'exprime notamment, en tout cas classiquement, au niveau d'institutions, des institutions patrimoniales, qui sont en gros les bibliothèques, les archives et les musées, et que ces espaces sont extrêmement réglementés justement par rapport à la question du patrimoine. Quand on fait rentrer un objet dans un musée, quand on fait rentrer un document dans une archive, ça relève, il me semble, d'un mode de gestion qui est aussi une forme de paternalisme, au sens où les communautés desquelles sont issus ces objets, ces documents, on leur coupe totalement en fait le lien qui les unit avec ces objets. C'est-à-dire qu'une fois que ça rentre dans un musée, on considère que la communauté source, que le donateur, que le déposant, il n'est pas capable de gérer en fait ce patrimoine, et que ça doit être d'autres normes, d'autres professions, d'autres pratiques qui le gèrent, et qui permettent plus, par exemple, y compris dans le cadre d'objets comme les objets que tu as présentés, Idji, qui sont quand même extrêmement chargés d'un point de vue émotionnel, extrêmement importants pour les gens qui les ont vécus, en fait, à qui sont attachés. Et ben, ne serait-ce que pour aller voir ces objets dans les collections, il faut par exemple mettre des gants, et en tout cas, c'est absolument impossible de les ressortir pour les réutiliser, pour les montrer si on veut organiser une exposition, etc. etc. Donc voilà, c'était un petit peu les trois remarques que j'avais à faire sur le terme de patrimoine et de patrimonialisation. Voilà, on pourrait y revenir aussi. Merci. Mais justement, je vais rebondir sur ce que tu nous disais sur la question de l'institutionnalisation des archives et des mémoires, de savoir dans quelle mesure est-ce qu'elles doivent être incarnées par des institutions. Est-ce que c'est une question de déformation, de récupération, et qu'est-ce que ça implique de devoir séparer une communauté de sa mémoire, entre guillemets. La deuxième question sera donc celle des obstacles que vous considérez, des obstacles en fait à la réalisation concrète d'une mémoire des luttes LGBTQI, et donc de savoir finalement quelle est la voie, quelles sont les instances qui seront les plus à même d'incarner cette mémoire et de la conserver. Donc, potentiellement, vous avez des avis très différents sur cette question. Si quelqu'un veut commencer par répondre, peut-être. Du coup, moi, j'ai préparé un texte qui dure un petit peu moins de 10 minutes, et qui, en fait, c'est un texte qui pose des jalons, en fait, sur la question du centre d'archives LGBT à Paris, qui me semble assez important, puisque tu l'as mentionné dans le texte de présentation, et qui permet un peu de comprendre là où on en est, et justement quels sont les problèmes, et voilà, qu'est-ce qui bloque, et peut-être comment est-ce qu'on peut discuter pour
franchir ces obstacles, voilà, sachant que J aussi, avec l'expérience du Royaume-Uni, pourra peut-être apporter des éléments de réponse. Est-ce que du coup... Donc je vais essayer d'être assez clair. N'hésitez pas à me dire si je suis trop rapide ou... Ouais, je vais essayer d'aller doucement, mais du coup je vais... voilà. Donc en fait je vais commencer par citer un article qui est paru dans Libération le 30 mai dernier, qui est un article de Didier Lestrade. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est le cofondateur d'Act Up Paris et de Tétu. Et c'est un article qui réagissait au prix qui a été donné au film 120 battements par minute. Voilà. Donc je cite cet article. Bon, il va apparaître, de toute façon je le cite, mais est-ce que... Donc, 120 battements par minute raconte une histoire commune que la société a oubliée. Parmi les jeunes LGBT, une très grande majorité n'a aucune idée d'Act Up, la plupart ne connaissant même pas le nom de l'association. Et comme ce film a pour but, entre autres, de susciter un moment de partage et de réconciliation avec l'histoire, ma réponse est désormais la suivante. Si tout le monde parle de transmission de l'activisme, où en sommes-nous du projet d'archives LGBT que la mairie de Paris promet depuis presque 2 décennies et qui reste au point mort ? Mes propres archives du début d'Act Up, je les lègue à qui ? Faudrait-il manifester devant l'hôtel de ville pour obtenir enfin un centre de documentation comme d'autres villes européennes en disposent ? Fin de citation. Donc je trouve que la citation est à la fois extrêmement intéressante, parce qu'elle met un peu les pieds dans le plat, et qu'en même temps, elle est très paradoxale. Lestrade profite du succès du film de Robin Campillo à Cannes pour souligner un retard français concernant la mise en patrimoine des archives LGBT. En effet, contrairement à un certain nombre de pays occidentaux, la France ne dispose pas de centres d'archives communautaires où chacun pourrait venir déposer la mémoire de ses luttes, les traces de son militantisme, individuel ou collectif. Ce que ne dit pas l'article, c'est qu'Act Up Paris, ainsi qu'un certain nombre d'associations de lutte contre le sida, mais aussi d'associations LGBT comme David et Jonathan, ont déjà ou sont en train de léguer leurs archives à des institutions publiques, notamment aux archives nationales. C'est un phénomène qui est assez récent. Pour les archives nationales, il me semble qu'on peut le faire remonter en 2012. Je vais parler d'une petite anecdote. J'ai fait un entretien avec un conservateur des Archives nationales en 2014, qui pourtant est homosexuel, et il m'avait confié qu'il ne lui semblait pas suffisamment établi que le mouvement LGBT puisse être considéré comme un des grands mouvements sociaux de la deuxième partie du XXe siècle. Et que c'était là la raison pour laquelle il était difficile pour les Archives nationales d'accepter des fonds associatifs ou individuels sur cette thématique. Depuis, et notamment avec le don des archives d'Act Up et un intérêt plus affirmé pour l'histoire sociale, il semblerait que les archives publiques en France s'ouvrent et s'intéressent de plus en plus aux mémoires de notre communauté, qui tend à rejoindre l'histoire collective. Is it fine for you? Okay. Mais sans doute, il y a une autre explication de ces lenteurs qui tient justement à l'absence de centres d'archives LGBT en France. On peut mettre la deuxième. Merci. À Marseille, en 2013, dans le cadre de l'Europride, a eu lieu un événement important. C'était une rencontre autour des archives et des centres de documentation LGBT en France, en Europe et aux États-Unis. Après les interventions des représentants de l'ILIA à Amsterdam, du GLBT History Museum de San Francisco et du Centre LGBT de Bologne, c'est au tour de la situation française que le débat s'est un peu compliqué. En effet, Louis Georgetin, qui était responsable d'un projet d'institut arc-en-ciel qui a été voulu par Bertrand Delanoë et qui devait aboutir à la création d'un centre d'archives LGBT à Paris, est pris à partie par les autres associations françaises. Le projet, lui reproche-t-on, est au point mort depuis trop longtemps. Il n'y a plus de réunions, sa gestion et son pilotage ne sont plus assurés et la confiance dans la dimension collective du projet est en train de disparaître. En réalité, cette date est un tournant,
puisque à partir de ce moment-là, en fait, de nombreux militants et militantes décident de se tourner vers les archives publiques parce qu'elles ne croient plus véritablement à la possibilité de créer un organisme communautaire en France sur les questions de mémoire LGBT. Pourtant, le 16 décembre 2014, nouveau coup de théâtre. Le groupe Europe Écologie Les Verts relance l'initiative abandonnée en déposant un vœu au Conseil de Paris portant sur la reconnaissance de la mémoire LGBT et la création d'un centre d'archives national. On peut mettre la suivante. Non, encore la suivante, pardon. Donc je cite ce texte, il est peut-être un peu illisible, ok. Donc je cite le texte. La culture et l'histoire des personnes LGBT en France constituent un riche patrimoine, éclaté et inconnu du grand public. Sa reconnaissance est à la fois un enjeu historique pour l'ensemble de la population et un enjeu identitaire pour ces personnes qui ont subi et subissent encore des discriminations de différentes natures. Les archives nationales font certes preuve déjà d'ouverture en acceptant des fonds, mais elles ne permettent pas une visibilité suffisante de ce patrimoine singulier, ni la réunion exhaustive des différents fonds associatifs répertoriés. Au final, dans la situation actuelle, de nombreux documents précieux se perdent lors d'événements personnels, décès, déménagements, etc. Et une grande part du patrimoine collecté ne dépend que des efforts importants menés par des bénévoles, parfois par un stockage dans leur propre domicile. Donc le texte se conclut par une proposition du groupe écologiste et de la maire de Paris qui s'engage, petit 1, à proposer dès 2015, en concertation avec les associations, un local d'accueil pour stocker et rassembler toutes les archives LGBT collectées auprès d'associations et de particuliers volontaires. Et petit 2, à proposer, en lien avec l'État, les ministères, les grandes institutions qui lui sont rattachées, à moyen terme, un lieu parisien où pourra s'établir un véritable centre d'archives et de documentation LGBT de dimension nationale, co-élaboré avec toutes les associations intéressées. Donc, depuis juin 2016, 3 réunions ont bien été convoquées par la mairie de Paris, ouvertes à un certain nombre d'associations intéressées par ces questions. C'est notamment le cas du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, du Centre LGBT, de l'Académie gay et lesbienne, d'Act Up, de FIER ou encore de Polychrome. Le processus est donc en cours. Néanmoins, et en dépit d'un lourd passif d'erreurs déjà commises et de fortes attentes sans cesse exprimées pour que ce projet aboutisse, le projet est malheureusement pénalisé par une série de maladresses et de quiproquos. Je pense en particulier à l'absence totale de clarté quant au rôle confié aux associations qui ont été convoquées dans le cadre d'une réflexion qui se revendique collective. Ce qui renvoie plus généralement à la question de qui pilote et qui construit le projet. Je pense aussi à l'absence totale de transparence sur le budget qui devait l'année dernière être consacré au lancement des travaux, qui aurait dû conduire à l'élaboration d'un nouveau projet de préfiguration. Projet qui intègre la spécificité de ce type de matériaux d'archives, de ces mémoires qui sont à la fois fragiles et minoritaires. Mais le budget a finalement servi à payer les services de Res Publica, une société spécialisée dans la concertation et l'animation de cas difficiles, au prétexte que les associations, pourtant relativement unies et prêtes à avancer, auraient été incapables de s'entendre. Donc on est un peu dans l'infantilisation. Sans parler de la décision d'attribuer sans concertation au centre LGBT la gestion d'un box de stockage d'archives en péril, ni de la mise en place d'un programme de réalisation d'entretien destiné à recueillir des témoignages de personnes ayant participé à la construction d'une histoire militante et culturelle LGBT, entretien dont les données appartiennent à la mairie de Paris et qui n'ont pour le moment pas vocation à être diffusés. Donc ces éléments posent, je crois, la question, et je conclurai là-dessus, de qui fait ce patrimoine, de comment il se construit, est-ce qu'il se construit par le haut ou est-ce qu'il se construit par le bas, et de plaider pour la reconnaissance d'une sorte de logique patrimoniale qui devrait et pourrait, il me semble, en vertu des attentes et des dynamiques militantes à Paris, essayer d'être un tout petit peu plus communautaire. Merci Renaud pour ce retour sur la question du centre LGBT à Paris. Peut-être qu'on pourrait élargir justement cette discussion à la situation anglaise dont E.J. Scott a plutôt l'expérience, puisque, comme je le disais au début de la présentation,
E.J. Scott a créé un podcast, donc Prejudice and Pride, qui est destiné à réintégrer une visibilité queer et l'histoire queer au reste de l'histoire du Royaume-Uni et justement montrer que ce n'est pas que ça a sa place dans cette linéarité. Et donc je voulais peut-être lui poser la question de savoir quel est lui son rapport à l'institution et comment est né ce projet-là de redonner une place dans la mémoire et dans l'histoire au queer. Prejudice and Pride was a podcast series that responded to an organisation we have in the UK called the National Trust. Le podcast Prejudice and Pride est un podcast National Trust. Qui est the National Trust. It's an organisation that protects our heritage houses and heritage land. C'est une organisation qui protège nos maisons et nos terrains d'héritage. The most of the properties are spectacular and built on the back of colonialism, slavery, occupation. La plupart des propriétés sont spectaculaires, mais construites sur la base de l'esclavage, du colonialisme. But this history is never talked about, so it's already problematic. Mais cette histoire n'est jamais racontée, donc c'est problématique. They're just very nice places you go and pretend to be rich for the day. Et ils font juste faire semblant d'être riches. And they are spectacular design-wise. It was evident again that with all this nationalism going on, il était évident qu'avec tout ce nationalisme, to save the interiors and exteriors and the decorative arts that they contain, that our queer history was being written out again. Que notre histoire queer était réécrite encore. So, and it was happening throughout the country. Ça prenait lieu au travers de tout le pays. But what's the tipping point has been is that this year's the 50-year anniversary of decriminalisation of homosexuality in the UK. Et le point est que cette année, c'est le 50e anniversaire de la décriminalisation de l'homosexualité au Royaume-Uni. So, across the land, the Tate Modern, the Tate Britain, the British Museum, the Brighton Museum are all doing very big, the National Trust with this podcast series, are all doing very big queer art exhibitions and heritage events. Donc à travers le pays, que ce soit le Tate Museum ou le British Museum, le British Museum, etc. Etc. Ils font des expositions sur les vécus queer. And they are incredible because they access the archives that we have and reread the objects or tell the truth, if there is such a thing, about the creators, the artists, the collectors who were queer. Et ils sont incroyables parce qu'ils relisent les objets et disent la vérité si cela existe sur les queers. But I think what's interesting is that I'm not convinced there will be legacy after the project because there isn't a queer national archive in the UK. So these are pop-up exhibitions, as we say, that will pop down. Mais je doute qu'il y ait une suite à ces expositions parce qu'il n'y a pas de centre d'archives queer au Royaume-Uni et j'ai peur que les musées se terminent avec l'exposition. So we have our queer archive activists as well in the UK who go around the city depositing big piles of hot pink filing cabinets, spray-painted hot pink, and they just dump them outside major organizations as an occupation of space. Il y a les activistes queer qui vont déposer des briques roses. Filing cabinets. Des cartons d'archives and we paint them hot roses, pink. peints en rose devant les... Yeah, because we don't have anywhere to correlate all our stories that is beyond
the institutionalization of the major galleries and museums that are rereading our queer history without us being part of that. It's separated and looked down on and commented upon rather than being integrated. Parce qu'on n'a nulle part où mettre nos histoires qui sont lues et commentées. And I think a very good point in case is that I've got funding to put on the Museum of Transology, but in actual fact, it was a very deliberate attempt to write queer history and broader social awareness that's shifting around gender politics back into collections. Parce que j'ai des financements pour le musée, mais c'était un point pour... You okay? Do you want me to say it again? Yes, sorry. It's... okay. The Museum of Transology is trying to write in a trans collection into history. Le musée de la transologie essaie d'écrire une histoire. But it still has not been accepted Mais ça n'a toujours pas été accepté by a museum. Par aucun musée. It has no home. It has no one to care for the conservation needs of a very complex collection. Il n'a aucun endroit pour prendre soin des archives et les besoins complexes de conservation des archives. Merci. Je vais du coup rebondir sur cette question justement de l'activisme pour les archives et de ces moments qui peuvent être des moments de célébration, d'anniversaire, etc. dans les institutions, mais qui ne sont peut-être pas voués ensuite à créer des lois, à créer les moyens et à mettre en place la protection des mémoires, et la bonne, puisqu'on comprend à travers les différentes interventions que c'est quand même une question majeure des instances et des voix. J'ai donc une dernière question qui est assez pratique finalement. Et, bien rebondir sur la 2 aussi. Oui, très bien. Et vous pouvez directement rebondir sur la... Ouais. Oui, bien sûr. Mais ça va à mon avis aller dans le sens de cette question-là des instances. Et on viendra ensuite à la troisième question. Non, c'était juste pour revenir rapidement sur ce que tu disais par rapport aux archives nationales. Alors, j'ai rencontré récemment Vanessa Solosi, qui est la responsable du DECA, donc le pôle Affaires sociales, éducation et santé, et qui m'a expliqué qu'en fait, le prisme d'entrée des archives dites LGBT, c'était au départ sur plutôt le fait de recueillir des archives sur la santé. Donc, ça a été plutôt pour constituer un fonds sur le sida, d'où le fait que ACT UP ait pu donner leurs archives. Alors après, il y a aussi les archives départementales et municipales qui peuvent accueillir des fonds. Je pense notamment à l'association Bagdam qui a donné récemment, l'année dernière, leurs archives aux archives de Toulouse, aux archives municipales de Toulouse. Donc voilà, il y a différentes possibilités d'entrée. Après, les archives nationales n'ont pas vocation à recueillir toutes les archives privées, parce que ça reste elles ont vraiment pour vocation plutôt d'accueillir les archives dites publiques. Donc la distinction n'est pas toujours évidente, mais voilà, c'est un petit peu pour resituer. Et par rapport au budget qui est attribué sur le projet, effectivement, peut-être un manque de visibilité, mais en même temps, le budget a aussi servi à financer le box qui est loué tous les mois pour recueillir les fonds qui sont menacés de disparaître, justement, à la demande des associations. Les associations, pendant les 3 séminaires que tu as évoqués, avaient demandé à ce qu'il y ait un endroit où il peut y avoir un dépôt d'urgence en attendant un éventuel centre d'archives LGBT. Et du coup, ce vœu a été exaucé. Et donc, tous les mois, un box est loué. Et voilà, c'est une partie du budget. Après, il y a aussi une partie du budget qui est normalement pour un colloque qui devait se faire cette année, mais qui a été repoussé. Et pour revenir sur les obstacles, en fait, j'avais aussi listé un certain nombre de difficultés. C'est déjà un épuisement des associations mobilisées depuis longtemps sur ce projet, donc c'est ce que tu as évoqué, et aussi parfois un renouvellement des membres qui du coup pose question au niveau du suivi du projet. Les associations LGBT sont aussi beaucoup dans l'urgence. Elles ont des actions sur le terrain, et la question des archives est une question qui finalement apparaît un peu comme secondaire dans leur quotidien. Je ne parle pas dans leur vision, mais dans leur quotidien, c'est souvent une question qui est un petit peu reléguée. Je le vois parce que moi j'accompagne beaucoup d'associations dans la question de l'archivage, et il y a très peu de bénévoles qui peuvent se mobiliser sur cette question-là, en fait. Il y a aussi un suivi parfois difficile des élus sur les dossiers.
parce que les élus en charge, en fonction de leur mission, en charge un certain nombre de dossiers, et donc c'est pas toujours évident de suivre les dossiers, surtout que c'est lié aussi à un calendrier politique, les élections, et aux échéances électorales qui figent parfois un petit peu la dynamique en fait. Il y a aussi, en termes d'obstacles, des antagonismes qui peuvent exister entre certaines structures, des antagonismes qui sont liés à leur histoire, à des enjeux, à leurs objectifs, et aussi à des enjeux plus personnels. Il y a des associations qui peuvent être non mixtes, par exemple, et qui ne se retrouvent pas forcément dans ce type de projet. Donc il y a ce type-là d'obstacles. Et après, il y a aussi les délais liés à l'administration, la communication qui prend du temps. Et donc les choses prennent plus de temps que nécessaire. Sur la question de l'institutionnalisation, je ne pense pas qu'elle soit nécessaire, mais elle peut être intéressante dans certains cas. Je pense par exemple, là par contre j'ai... Donc, là j'ai plutôt des exemples. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par institutionnalisation aussi, c'est une autre question. Mais je pense à des associations qui ont du coup fait des partenariats avec des institutions, comme par exemple le PAGEP, qui concerne les archives. Ouais. 3 secondes. Si tu peux passer. Next. And the next. Là, c'est des exemples qui peuvent peut-être inspirer aussi le projet. Donc, je pense au PAGEP qui concerne les archives de l'éducation populaire et de la jeunesse, par exemple. Donc, en fait, c'est une structure d'archives privées. Et en fait, les archives sont conservées aux archives départementales du Val-de-Marne, mais il y a un certain nombre de partenaires. Et il y a une association, la DAGEP, qui fait partie de la commission d'organisation et qui, en fait, réunit les personnes, les futurs déposants ou les personnes qui ont déposé leurs archives. Donc là, on a quand même une participation active dans le programme de valorisation des archives, mais aussi dans le travail de collecte, des concernés, en fait, des personnes sources sur ce type d'archives. On a aussi un autre exemple, c'est le Centre des archives du féminisme, si tu peux. Non, celui d'avant. Ouais, voilà. Donc, par exemple, le Centre des archives du féminisme, c'est une structure qui est donc hébergée à la bibliothèque universitaire d'Angers et qui, en fait, est née d'une convention entre l'université d'Angers et l'association Archives du féminisme. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, une partie des archives du féminisme sont conservées dans une institution, enfin dans une université, et qui permet en fait un classement rapide des fonds, parce qu'il y a aussi des étudiants en master archivistique qui sont dans cette université et qui peuvent traiter directement les fonds. Donc c'est des fonds privés. Donc la fondatrice est une historienne, Christine Barr, et c'est elle qui a fondé aussi les Archives du féminisme, qui est donc une association qui a vocation de collecter les archives du féminisme. On a aussi un autre exemple qui peut être intéressant, c'est le précédent. C'est l'association Générique qui en fait concerne les archives de l'immigration, où là c'était un petit peu difficile d'avoir accès à ce type d'archives. Et donc cette association a été fondée dans l'objectif de rendre visibles un petit peu les archives qui étaient dispersées, parce que c'est une mémoire qui reste difficile à écrire, la mémoire des personnes immigrées. Et donc en fait cette association elle a créé un certain nombre d'outils qui peuvent être intéressantes aussi pour le futur centre d'archives LGBT. C'est par exemple un guide des sources, il y a des expositions qui sont réalisées par Générique, il y a des publications aussi qui sont faites par la structure. Donc voilà, ça c'est quelques exemples de partenariats avec des institutions qui peuvent donner des choses assez différentes et ce qui aussi, ça permet aussi par exemple de mobiliser des professionnels sur ces questions et d'assurer un suivi des archives. C'est exactement du coup sur la question du rapport entre l'institution et des associations que se posent tous les problèmes avec le centre LGBT, du non-fonctionnement et du non-achèvement d'un tel projet. Je voulais du coup revenir sur les exemples que tu donnais qui peuvent être inspirants pour pouvoir imaginer des solutions sur la question de la mémoire et de la semi-institutionnalisation, on pourrait dire.
Cette question-là, c'est celle des leviers et des moyens qui peuvent être mis en œuvre. Là, on voit avec la participation de DJ Scott à des expositions que ça peut passer par une entrée dans l'institution par l'art ou par la proposition, et donc du coup par une parole qui va dépasser la réappropriation du curator, du white curator, comme il l'expliquait. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez, vous, dans les suggestions, de la même manière que Marine, peut-être que Renaud veut intervenir aussi sur cette question, des leviers, des moyens qui permettent de rendre possible cette mémoire-là, au-delà des blocages donc, du coup, qu'on a pu évoquer sur le centre LGBT. Quels sont pour toi, en tout cas, avec ce que tu as dit sur les obstacles, les solutions ou les leviers possibles? Est-ce que parmi tes études sur les autres pays, tu as des exemples précis sur cette question? Alors, non, enfin, je pense que, c'est-à-dire que ce qu'on a peut-être pas assez développé entre nous ici à Paris ou plus globalement en France, c'est justement de comprendre et de se mobiliser en fait autour de l'intérêt que peuvent avoir ces archives. Et quand je dis archives, c'est aussi des objets, c'est aussi de la mémoire, c'est aussi de la transmission d'histoire, des luttes. Et donc ça, un des moyens de le construire en fait collectivement, c'est justement d'organiser des expositions, d'organiser des rencontres, de créer des collectifs, de créer des moments en fait où, voilà, de créer des festivals comme ce festival ici, de faire de la recherche, de faire des films, des projections. Ça passe aussi beaucoup par l'archive, mais effectivement ça demande de l'énergie, ça demande de l'envie aussi, et je pense que c'est vraiment là que ça se joue en fait. C'est-à-dire il me semble que par exemple là, en ce moment, je travaille sur le musée gay à Berlin, le Schwules Museum. Et eux, ils avaient fait de la recherche en amont et ils ont décidé d'organiser une grande exposition qui a eu lieu en 84 au musée de Berlin, donc dans un musée totalement mainstream, un musée type musée carnavalet en fait. Ces trois c'était trois étudiants qui étaient aussi gardiens de ce musée et qui se sont dit notre histoire en fait elle n'est pas valorisée, elle est invisible, elle n'est pas présente dans ce musée et elle est vachement intéressante. On va organiser une exposition et là il y a eu un succès énorme, il y a eu 40 000 visiteurs en quelques semaines, mois. Et à partir de ce succès, en fait, ils ont décidé de créer un musée, en fait. Donc là, on voit en fait qu'il y a un des mécanismes pour justement instituer ce patrimoine qui est de passer par des stratégies d'exposition. Mais c'est pareil pour toi, il me semble. C'est-à-dire que le musée Museum of Transology, il est né d'un projet d'exposition. Enfin, peut-être que je me trompe, mais il y a eu de la collecte en amont, il y a eu de la recherche en amont, il y a eu une construction d'un projet en amont qui a été plus collectif et communautaire, et que ce projet a débouché en fait sur un partenariat avec un musée et l'accueil de l'exposition sur une durée beaucoup plus longue au musée de Brighton. Voilà. Et donc là, on voit bien aussi les effets en fait que peuvent produire ce type d'initiative sur à la fois sur les institutions, en les queerisant en quelque sorte, et aussi sur les communautés en permettant à chacune de déjà découvrir en fait d'autres trajectoires qui ressemblent ou qui ressemblent pas justement, mais qui permettent de se rapprocher, de se comprendre, et puis aussi d'avoir du pouvoir. C'est-à-dire que il me semble que là, le slogan d'Act Up sur savoir égale pouvoir, sur les archives, ça fonctionne très bien en fait, et sur le patrimoine, c'est exactement la même chose. Donc voilà, en fait, c'est ça que j'ai à dire. One of the things that we're doing with the Museum of Transology is working with skilled staff within the institutions. Une des choses qu'on fait au musée de la transologie, c'est de travailler avec du personnel qualifié dans l'institution. To run heritage training workshops for trans people. Pour faire des ateliers sur les personnes trans, la mémoire des personnes trans. And so that's everything from
filling out object description forms that are to National Museum standard. Ça prend plusieurs formes, donc remplir des formes Muller sur les objets. To packing the objects correctly, object handling, display, lighting, etc. D'emballer les objets, de déplacer les objets, etc. But we're also doing that not just in the museum, we're doing it in public spaces as well. On ne fait pas seulement cela au musée, mais aussi dans les espaces publics. So for example, at Trans Pride, which is in a big park in Brighton. Par exemple, à la Pride Trans, qui est dans un grand parc public à Brighton. We've got an object collection point where we're taking new donations. Nous avons un endroit pour récolter les donations d'objets. And trans people who've been through this process of understanding how we are organizing the collection and archiving the collection. Et les personnes trans qui ont pris conscience du projet, de comment nous récoltons et organisons la collection. We'll be working with the person who gives them the object in that space and teaching them the process as well. Vont rencontrer les personnes qui récoltent les objets et vont discuter sur les objets. So they should be upskilling and eventually be able to run the Museum of Transology for themselves wherever they are around the country or in the world. Donc il va y avoir un apprentissage qui vont pouvoir transmettre le musée de transologie à travers d'autres endroits dans le Royaume-Uni ou dans le monde. It also gives people experience and skills that helps them enter the heritage sector that traditionally they haven't been a part of professionally. Et ça donne des connaissances qui sont traditionnellement pas dans le secteur qui sont pas professionnellement dans le cadre habituel. Merci beaucoup. Donc du coup, des initiatives finalement qui rejoignent un peu ce que disait Renaud sur peut-être les initiatives personnelles qu'on peut mettre en place en tant que communauté et en tant que groupe pour institutionnaliser, pas par la force, mais presque par la force des choses, par l'existence d'une mémoire, institutionnaliser ces projets. Est-ce que Marine, tu veux réagir sur cette question-là, des leviers et des moyens à mettre en place, en plus de ce que tu nous as dit sur les associations qui peuvent nous inspirer ? Alors moi, je voulais terminer sur une note assez positive, parce que malgré le fait que le projet ait du mal à avancer, il y a quand même des initiatives qui sont menées. Tu parlais d'expositions, et il y en a eu quand même 3 au mois de juin, juillet, à la mairie du 2, mairie du 3, mairie du 4, donc c'est quand même intéressant. Mais il y a aussi toute une visibilité sur le web, et je pense par exemple aux réseaux sociaux et au groupe Histoire et Archives LGBT sur Facebook, qui est quand même assez dynamique. Et je pense aussi à des initiatives et des projets numériques récents, comme par exemple, là aussi j'ai après Queer Code par exemple, qui est donc un site internet qui retrace à la fois l'histoire des femmes aimant les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. C'est aussi un collectif qui crée des débats, des journées d'études, des rencontres. Il y a aussi par exemple ArchiQueer qui est en train de qui est un site qui entre en construction, hein. Il est assez récent. C'est un Lyonnais qui l'a mis en place, et en fait, il a pour objectif de recenser les fonds LGBT et les structures LGBT en France. Moi, je viens de créer, par exemple, un Tumblr, Histoire d'archives, pour parler, justement, c'est un Tumblr collaboratif, donc chaque personne peut écrire sur, justement, les archives du féminisme et LGBTQ+. Donc, c'est quoi ? Est-ce que vous avez été visiter une exposition ? Est-ce que vous pouvez en parler ? Enfin, voilà, c'est pour créer, en fait, un débat sur le sujet, c'est pour le rendre visible. Il faut aussi qu'il y ait une dynamique universitaire sur le sujet. Par exemple, à la rentrée, je mets en place avec l'association EFIGI, qui est un réseau de jeunes chercheurs en études de genre, un séminaire qui va s'appeler Archives, Mémoire, Transmission du féminisme et LGBTQ+. Donc c'est important de porter aussi cette question au sein de l'université, de le porter par des projets qui soient locaux, des expositions, des journées d'études, des débats sur le web, avec des projets du numérique, et voilà, que ça crée une dynamique sur le long terme aussi, quoi, et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur c'est quoi les archives, c'est quoi la mémoire, c'est quoi la transmission.
Et après, à long terme, c'est de pouvoir avoir plus de visibilité dans la presse et d'arriver à mobiliser les institutions à plusieurs échelles, que ce soit la ville, mais aussi, je pense, aux régions et à l'État. Merci beaucoup. On a un peu de retard sur la conférence, mais on va essayer quand même de prendre quelques questions. Donc, si vous avez des questions à nos 3 invités. Moi, j'ai une question. En fait, il y a un débat qui agite quand même les milieux intellectuels qui s'intéressent aux questions de sexualité. Je parle vraiment sur les questions de sexualité particulièrement, en fait, moi sur les questions de genre, qui nous explique en fait que suite à une pléthore d'éditions, d'ouvrages en fait, qui faisaient le récit en fait d'une histoire de l'homosexualité. Et là, en fait, il y a eu effectivement des universitaires, des chercheurs, notamment de l'EHESS. Je pense à ce monsieur dont le nom c'est Préharo, mais c'est pas le seul en fait, qui nous explique que la question, enfin, qu'il y a sur le plan épistémologique, une déformation ou du moins une instrumentalisation de la sexualité qui vise à essentialiser les identités LGBT, à nous expliquer que ces identités, ou du moins que l'homosexualité est quelque chose qui a toujours existé en tout temps et partout dans le monde. Et ces intellectuels, en fait, nous expliquent, bah non, c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, ce sont des phénomènes sociaux, culturels, politiques qui sont extrêmement récents, en fait. Et par rapport au débat aussi qui a lieu à l'instrumentalisation des luttes LGBT à des fins répressives et oppressives qui visent à légitimer notamment les minorités racisées ou à légitimer des interventions militaires que ce soit en Afghanistan ou en Irak pour dire voilà, nous on va émanciper les minorités opprimées dans leur sexualité en fait. Dans ces pays-là, moi je remets énormément en question pour le coup effectivement le fait que l'homosexualité est quelque chose qui, sur un plan conceptuel, est quelque chose qui a beaucoup existé, en fait. Est-ce que vous pouvez une question ma question, en fait, c'est... ma question, c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on archive, en fait, les luttes d'une façon honnête et quelle va en être la portée politique, en fait. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais... Alors, qui veut répondre à cette question qu'on a finalement un peu traitée? We can't view the past with contemporary lenses, but what we can do is consider co-narratives, and it's being open to this intertextuality that provides multiple answers. That's the solution, I think. On ne peut pas voir le passé avec un regard contemporain. Et So we can't look back on the past with a contemporary lens. Ouais. So we have to look at multiple narratives. alors on doit voir plusieurs narratifs. Donc on doit avoir plusieurs récits. Donc plusieurs récits. Est-ce qu'on a une autre question? Je pense qu'on aura juste le temps d'en prendre une autre. Vous avez évoqué donc la difficulté par rapport à un centre LGBT, enfin d'archives. Est-ce que la difficulté ne vient pas non plus que, d'une part, les associations ne sont pas des professionnels de ce métier d'archives, d'une part, et d'autre part que l'institution, par exemple Mairie de Paris, n'est pas non plus professionnelle là-dedans, et que quelque part il manque peut-être ce hiatus, parce que archiver, ça ne s'improvise pas, il y a des normes, alors soit on peut les rejeter, mais si on veut s'inscrire peut-être dans une institution, il y a aussi des normes, une façon de prendre les archives,
de les déterminer, de les répertorier pour que les fonds puissent être utilisables et puis perdurer dans le temps et dans l'histoire. Moi, ce qui me pose problème avec cette question, avec les réponses qu'on pourrait en donner positivement, c'est que c'est une conception qui est très normative de l'archive, en fait, et qui n'est pas... C'est le cas. L'archive, elle est quand même normalisée. Ouais, mais du coup, en attendant, entre ça et rien, en fait, il y a tout un tas de panels qui passent notamment par la valorisation et par des stratégies des archivistes et des conservateurs conservatrices lesbiennes, gays, voire trans, il y en a en fait. Donc on n'est pas complètement non plus tous absolument ignorants de ce que ça peut être l'archive. Il y a aussi des recherches accessoirement qui sont faites pour penser spécifiquement la question de l'archive, qui n'est pas juste effectivement ça se classe comme ça et sinon ce n'est pas un centre d'archives. Voilà, on peut développer d'autres sensibilités, on peut développer des questions, des réflexions critiques sur ce que c'est que l'archive. On peut inventer d'autres manières de faire de l'archive. Si l'argument qui est de dire mais les associations ne sont pas des professionnels ni la mairie de Paris, donc on ne peut rien faire, moi je le rejette. C'était une question. Hein. Oui, c'est une réponse. Je fais l'avocat du diable. Et pour répondre, en fait, je pense que c'est quelque chose qui a été, à mon sens, j'ai raté le début, mais assez peu exposé. Pour que des archives existent, il faut tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut les personnes qui vont constituer les fonds, qui sont les associations, il faut des archivistes qui vont faire le travail, etc. Et il faut des politiques. Donc, en fait, c'est toutes les personnes que vous avez nommées sont pas forcément, on va pas forcément leur demander de faire le travail d'archivage, mais elles ont toutes des rôles à jouer dans la constitution de ces archives, d'où l'importance des réunions qui ont été mentionnées tout à l'heure. Juste pour ce qui est du projet, je pense que l'idéal, ça serait que ce soit les associations LGBT qui portent un projet, qui soient même de définir ce qu'est leur mémoire. Après, il peut être intéressant et nécessaire qu'elles soient accompagnées après sur des questions techniques, en fait. Donc je pense que voilà, c'est lié. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur une dernière chose? Alors, si personne n'a de dernières questions, je vous remercie tous d'avoir assisté à cette conférence. Et je remercie nos intervenants également. Juste pour info, on va un peu débarrasser ici les chaises et les tables et on va avoir dans à peu près 10 minutes une conférence dansante sur le thème de décoloniser le dance floor. Voilà, à tout de suite.